Vous connaissez tous l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Et jusqu'ici, tout le monde lui faisait à peu près confiance. Après tout, on pensait qu'elle était neutre et qu'elle présentait les différentes pages de manière neutre. Seulement voilà, depuis quelque temps, l'objectivité de Wikipédia, la neutralité de Wikipédia est un peu remise en cause. Et pour parler de tout ça, eh bien, j'ai invité Idriss Aberkan qui m'a alerté sur le sujet. Donc, Idriss Aberkan, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier, vous êtes essayiste et vous m'avez alerté sur la non-neutralité en fait de Wikipédia et presque sur la tricherie qu'elle a vis-à-vis de nous. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre par là? On peut l'observer à plusieurs niveaux. Le très grand niveau de ce qu'on appelle les méga tendances, les grandes affaires, et ça par exemple ce sont les Twitter Files. Là où il y a vraiment une grosse sonnette d'alarme dernièrement, c'est que quand Elon Musk, donc rappelons un peu le contexte, Elon Musk rachète Twitter, il fait un vrai raid sur la société, pas dans le sens boursier, mais dans le sens où il récupère tous les fichiers, les ordinateurs, il sort en 10 heures certains employés pour qu'ils puissent pas modifier le code, pour qu'ils puissent pas effacer de documents, et il obtient des archives énormes. Et après quelques semaines seulement, il décide de publier une partie de ces archives, et dedans, on a la preuve formelle que des gouvernements ont interféré sur la ligne éditoriale de Twitter. Donc déjà, on savait même pas qu'il y avait une ligne éditoriale dans Twitter. Ça commence par là. Donc, première découverte. C'était censé être neutre là aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a une ligne éditoriale dans Twitter. Très bien, première nouvelle. Et les gouvernements peuvent influencer cette ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on a la preuve, c'est ce que Elon Musk a montré, c'est que notamment le Parti démocrate, alors le Parti républicain le faisait aussi, mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Vraiment pas du tout. Le Parti démocrate envoyait des tweets, il disait ça va pas. Voilà, donc ça pouvait être un tweet notamment de James Wood, l'acteur conservateur américain. Dieu sait il y a un vrai mérite à être un acteur conservateur à Hollywood aujourd'hui. James Wood, acteur conservateur américain, que vous avez vu jouer notamment dans Casino et dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, toujours aux côtés de Robert De Niro, s'est vu censurer des tweets, mais aussi des médecins, mais aussi bon. Et puis, dans les Twitter Files, il y a encore plus grave. Il y a le fait que l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden a été censurée avant les élections. Et c'est valable aussi sur Facebook. D'ailleurs, Facebook a admis aussi qu'ils avaient fait cette censure. Mais en tout cas, donc sur Twitter, voilà, quand l'affaire du portable de Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, dont on a les preuves aujourd'hui qu'il est crackomane, qu'il est très lourdement soupçonné, voire responsable de concussion, de corruption, et de proxénétisme, voire de pédocriminalité. Pendant très longtemps, les fact-checkers nous ont dit que c'était une fausse piste, que c'était complotiste que d'en parler. C'est pire que ça, hein. C'est vraiment les CRS de la pensée, c'est-à-dire vous mettre un coup de matraque, dire n'allez pas dans cette direction. Cette rue, cette avenue est fermée. L'avenue qui dit, bon, mais tout de même, le portable de Hunter Biden existe, il montre de la corruption en Ukraine, il montre des choses très graves. C'était d'ailleurs le motif pour lequel Trump avait failli être destitué, hein, parce qu'il avait exigé qu'un procureur ukrainien enquêtât sur Hunter Biden. Il avait dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'enquête. Et comme il avait fait cette demande qui était tout à fait légitime, et que d'ailleurs Obama avait fait des dizaines de fois en son temps, les démocrates avaient essayé de le destituer. Mais donc, si on revient à Wikipédia, les Twitter Files ont montré que en fait Wikipédia a dit non, c'est pas une affaire. C'est le dernier rempart des CRS de la pensée. Le dernier rempart du fact-checking, en fait, c'est Wikipédia. Les preuves sont là, les éléments sont là, mais les fact-checkers ont dit pendant 2 ans que c'était complotiste de parler de l'ordinateur portable de Hunter Biden, comme ils avaient dit d'ailleurs que c'était complotiste de parler d'Epstein. Hein. Le réseau de pédocriminalité d'Epstein, pendant très longtemps, c'était aussi complotiste d'en parler, jusqu'à ce que ce soit complètement inévitable d'en parler. Et dans ce cas-là, le fact-checking se transforme en damage control. Mais donc, les Twitter Files ont démontré que Wikipédia censurait des infos. Donc ça, c'est pas être neutre, déjà. Oui. On sait que Wikipédia a un biais pro-démocrate total. C'est vraiment acté, démontré. Beaucoup de sociologues, beaucoup d'universitaires l'ont confirmé. Et là, on voit avec les Twitter Files que Wikipédia triche complètement avec l'info, n'est pas neutre, et décide de censurer une affaire, alors que les preuves sont là. Et donc, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une page qui fût ouverte sur les Twitter Files. Donc ça, c'est à l'échelle des macro-tendances. Mais à l'échelle des micro-tendances, en effet, Wikipédia participe
de campagnes de dénigrement, et je vais même dire de harcèlement contre certaines personnes. Vous avez certaines pages où il n'y aura que des informations négatives sur vous. Uniquement des informations négatives. Et vous avez d'autres personnes sur lesquelles il n'y aura que des informations positives, quand bien même elles ont été condamnées et que les informations négatives, ouvertes, disponibles, vérifiables, existent sur elles. Et là, on voit comment Wikipédia est devenu un peu comme, vraiment à l'instar de l'emblème du KGB pendant la guerre froide, qui pratiquait ce genre de méthode d'ailleurs. La Stasi, en Allemagne de l'Est, pratiquait la biodégradation, ça s'appelait. La biodégradation, c'était quand la Stasi envoyait des agents en civil, ils vous faisaient rater votre taxi, ils vous faisaient rater votre train, ils vous faisaient un petit contrôle aléatoire, puis du coup, vous étiez en retard au boulot. Et quand vous arriviez en retard au boulot, il y avait un autre agent de la Stasi qui disait à votre employeur, vous savez, il n'est pas très fiable, il paraît qu'il a bu dernièrement, etc. Et en 6 mois, vous pouviez biodégrader quelqu'un comme ça. Ça a été rapporté par beaucoup de rescapés de l'Allemagne de l'Est et d'opposants politiques. La biodégradation. Eh bien, Wikipédia fait la même chose. Wikipédia peut biodégrader quelqu'un en ne mettant que du négatif sur sa page, même des choses qui sont bidons, controversées, modifiées, déformées. Vous savez, ce bon vieux proverbe, ce sera répété, amplifié, déformé. Wikipédia peut faire ça. Et elle peut aussi vous blanchir des gens, parfois même contre financement, parce que la fondation Wikimedia touche de l'argent, notamment aux États-Unis. Vous avez des entreprises qui peuvent faire nettoyer leurs pages. Vous avez des entreprises qui en pornographie, qui dans le monde du tabac, qui dans le monde de la santé, de la pharmacie, peuvent faire blanchir leurs pages, améliorer, détourner. Donc voilà comment les Twitter Files ont rappelé ces deux niveaux de non-neutralité de Wikipédia. Le niveau macroscopique, qui est, voilà, on a un énorme scandale, les Twitter Files, qui a été censuré par les fact-checkers, et qui, quand Elon Musk rappelle, montre qu'il est réel, est censuré par Wikipédia, qui démontre, ce faisant, qu'elle n'est que le prolongement idéologique du fact-checking, parce que c'est exactement ce que nous voyons. Et d'autre part, les attaques personnelles sur des pages, où vous avez des équipes de harceleurs ciblés, réunis, qui vont attaquer des personnes pour les biodégrader. D'accord. Mais alors, ces groupes, ces équipes, en fait, qui font ça, c'est quoi? C'est des groupes constitués? Ils sont financés par qui? Enfin, quel est leur objectif, si ce n'est aller dégrader une personne? Enfin, moi, je me vois mal m'amuser avec des amis, me regrouper, me dire on n'a rien à faire samedi, on va aller dégrader telle personne sur Wikipédia. C'est pas, faudrait être un peu dingue. Donc, il y a un autre objectif. C'est intéressant parce que vous êtes quelqu'un d'occupé et c'est bien. Mais vous avez des personnes désœuvrées qui peuvent le faire par pure malveillance. Vous savez, comme quand quelqu'un raye une voiture. Mais ça, à la limite, c'est pas grand-chose. En effet, pour qu'une page soit totalement biodégradée, il faut en effet qu'il y ait une coordination. Alors, dans ces domaines-là, Le Parisien avait révélé en 2019 que des centaines de scientifiques, des centaines, c'est énorme, hein, que des centaines de scientifiques avaient fait collusion pour abattre intellectuellement, réputationnellement, les opposants au glyphosate. Et avaient pour cela bénéficié du soutien de Monsanto. Parce que là, ce sont des milliards qui sont en jeu. D'accord. Quand, par exemple, on avait le remdesivir de Gilead, eh bien là aussi, c'était des milliards. Le cours en bourse de Gilead pouvait voltiger de plusieurs dizaines de milliards en une semaine sur l'acceptation ou pas dans le débat public de l'efficacité du remdesivir. Aujourd'hui, on sait que le remdesivir était de l'huile de serpent, que c'était un produit qui ne fonctionnait pas, mais vous avez vu des médecins en faire la promotion sur des plateaux. Ces médecins n'ont jamais été accusés de charlatanisme sur Wikipédia. Vous le noterez d'ailleurs. Parce qu'on protège les siens. Quand vous avez des médecins qui parfois ont touché de l'argent de Gilead, ça a été démontré pour certains d'entre eux, eh bien, qui vont faire la promotion d'un médicament qui ne fonctionne pas et qui est toxique, le remdesivir est néphrotoxique, hautement d'ailleurs, eh bien, vous ne verrez pas sur leur page Wikipédia qu'ils sont des charlatans. Pourtant, c'est du charlatanisme. Pas plus que vous ne verrez Pfizer déclarer charlatan sur sa page Wikipédia, alors que Pfizer a été condamné pour charlatanisme à plusieurs reprises. Alors, vous verrez quelques condamnations, mais le mot charlatan n'apparaîtra pas, parce que un joli nettoyage en règle a été fait. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire nettoyer votre page Wikipédia, vous pouvez agir dessus, et certaines personnes sont devenues des spécialistes de cela. Donc, en 2019, Le Parisien révèle qu'il y a eu une collusion, et j'insiste, des centaines, hein, c'est vraiment pas pour rigoler, des centaines de scientifiques, donc en plus des personnes dépositaires d'une certaine autorité morale, ont fait connivence pour protéger Monsanto. Ensuite, vous avez le livre Les Gardiens de la Raison,
Enquête sur la désinformation scientifique, par Foulard, Laurence et Aurel, qui vous parlent du fonctionnement de certaines entités. Par exemple, l'AFIS en France, donc l'Association française pour l'information scientifique, qui est très lourdement noyautée par des lobbies et qui contrôle d'ailleurs d'autres organisations en France, d'autres sous-organisations, comme par exemple l'Astec, qui contrôle aussi la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Eh bien, dans l'enquête sur les gardiens de la raison, vous avez évidemment beaucoup de pistes qui sont ouvertes sur les financements très douteux de l'AFIS et sur réellement des conflits d'intérêts majeurs et de l'influence. Alors, comment s'appelle ce phénomène ? Ça s'appelle en anglais l'astroturf. L'astroturf. Je vais le répéter, c'est très important de maîtriser ce concept et pour votre auditoire, vraiment, que votre auditoire soit capable de l'expliquer à autrui, que ça fasse une réaction en chaîne. L'astroturf. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astroturf ? AstroTurf, c'est le nom d'une marque de gazon synthétique aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand vous avez des associations, par exemple, pour protéger un lac ou pour empêcher la démolition d'un bâtiment historique, quand vous avez des associations qui se forment spontanément, les Américains les appellent grassroots, donc les racines de l'herbe, donc de l'herbe qui serait née toute seule, spontanément. Quand ces associations sont financées en sous-main par des influenceurs issus des multinationales, alors que ça date de Bernays, qui avait fait passer les cigarettes pour les flambeaux de la liberté. Après la Première Guerre mondiale, il avait fait fumer des mannequins et il avait dit que les cigarettes étaient des flambeaux de la liberté. Ça, c'était les ancêtres de l'astroturfing, l'influence. Donc, quand ces associations sont payées, sont rémunérées, touchent des financements par les multinationales, directs ou indirects, ça peut être via des cagnottes participatives, par exemple. Ça peut être via des systèmes de financement en ligne. Vous pouvez être beaucoup plus malin, après tout. Si vous avez vu, par exemple, l'excellent film The Laundromat qui parle des Panama Papers, vous voyez comment, avec des sociétés écrans, etc., vous pouvez influencer. C'est pareil avec les ONG. Vous pouvez influencer des ONG. Et finalement, une association n'est rien d'autre qu'une ONG. Donc, l'astroturf, c'est quand une multinationale finance des associations qui apparemment sont indépendantes, mais qui ne le sont pas, pour qu'elles fassent la promotion d'un produit ou d'une stratégie. Et qu'elles abattent, toujours pareil, le bouclier, l'épée. Le bouclier, vous allez défendre le remdesivir, donc vous allez aller sur les plateaux de télé, vous allez dire que le remdesivir fonctionne, c'est un mensonge, il ne fonctionne pas. Vous allez vous présenter comme un indépendant, exactement comme Bernays présentait les médecins qu'il payait comme indépendants. Vous allez arguer de votre blouse blanche en disant que vous êtes indépendant, vous ne l'êtes pas. Ça, c'est le bouclier. Et quand quelqu'un attaque le remdesivir, quand on a qui est un professeur Fouché, qui est un professeur Perron, qui est un professeur Raoult, qui attaque tel ou tel produit, vous allez le démonter. Et vous allez attaquer sa page Wikipédia. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le professeur Raoult, le professeur Perron, le docteur Fouché ou votre serviteur qui ont des pages Wikipédia entièrement biodégradées, avec uniquement du négatif, parfois même du négatif inventé, et c'est là qu'on vient dans du blanchiment de fausses informations. Je vais vous donner un exemple très concret sur lequel j'ai enquêté et sur lequel j'ai été censuré à plusieurs reprises, alors qu'il est entièrement exact et vous pouvez vérifier chaque étape. Il a été écrit que le professeur Raoult avait fait la promotion du Vicks Vaporub, donc le Vicks Vaporub, là, le machin, contre le Covid. C'est complètement faux. C'est complètement faux. La réalité, c'est que le professeur Raoult a dit la marque Vicks possède des chimiothèques, possède des brevets sur certaines molécules qui sont intéressants pour certaines maladies respiratoires. Il faudrait explorer ces brevets de toute la marque Vicks. Comment ils ont blanchi cette fausse information ? D'abord, vous avez un tweetos qui dit « Ah, ça y est, Raoult parle du Vicks Vaporub ». Alors en plus, on voit une vidéo où il dit Vicks. Alors on se dit, bon, les gens ne peuvent pas faire la différence, ils disent Vicks, Vaporub, c'est la même chose. Voilà, le meilleur mensonge, c'est quand vous mettez un bout de vérité dedans. C'est comme ça que vous biodégradez une page Wikipédia. Vous mettez des bouts de vérité et ensuite vous tournez dans le pire sens possible, c'est ça qu'on appelle d'ailleurs une contre-vérité. Vous mettez un bout de vérité, mais vous le tournez dans le sens opposé de ce qu'elle voulait vraiment dire. Et au passage, pour vos amis, vous ferez en sorte que jamais on ne puisse faire ça. Si jamais vous voulez être le bouclier, quand quelqu'un a dit une grosse connerie ou un truc qui pouvait être interprété, là, vous allez tout de suite le clarifier sur Wikipédia, ça va de soi. Donc, quand vous voulez utiliser l'épée, ce qui s'est passé sur Raoult, je reviendrai sur le bouclier après. Quand vous voulez utiliser l'épée, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un tweetos qui dit Raoult a dit que le Vicks Vaporub est efficace contre le Covid. Son tweet est repris. Des fact-checkers, en l'occurrence de l'Express, vont reprendre ça en citant le tweet.
Donc, ils vont vous citer le tweet du gars qui a fait, entre-temps, 10 000 retweets ou que sais-je, parce qu'il fait partie d'un réseau de toute façon. Ouais. Et ils vont vous citer comme ça ce tweet, le mettre dans un article de fact-checking, et là, c'est blanchi. Wikipédia peut faire un paragraphe dessus. Et dans 10 ans, allez expliquer, c'est comme la géologie, vous savez, c'est les preuves, les cold cases. Allez expliquer dans 10 ans, non, c'est pas du tout ça qu'a dit le professeur Raoult, c'est un mensonge, c'est une contre-vérité. Allez expliquer ça. C'est sur sa page Wikipédia à vie. Ça, c'est l'épée. Et donc, pour le bouclier, bien sûr, vous avez certaines personnes qui peuvent dire de grosses conneries. Alors, je vais prendre un exemple parmi d'autres. Et après, je vais quand même essayer d'avoir un peu de miséricorde sur cet exemple-là, mais je vous montre juste comment ça fonctionne. Le docteur Mathias Vargon, qui est un personnage hautement controversé, comme ça que chacun le sait, eh bien, a déclaré sur Twitter que la croix basque était une croix gammée stylisée. Bon, honnêtement, ça ne mérite pas d'être sur sa page Wikipédia. Je porte pas ce personnage dans mon cœur, mais c'est débile, ça serait débile de le mettre sur sa page Wikipédia. Cela dit, il l'a vraiment dit. Il a vraiment dit ça. Bon, vous n'allez pas le retrouver sur sa page Wikipédia parce qu'il y a un bouclier pour le protéger. Si Raoult avait fait un truc comme ça, si Fouché avait fait un truc comme ça, si Perron avait fait un truc, mon Dieu, c'était dès l'introduction. Et ça, c'est l'épée et le bouclier. En fait, vous avez des pages Wikipédia qui deviennent littéralement des associations de détracteurs. C'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, des associations de détracteurs. Et c'est comme ça que l'article du Parisien de 2019 illustrait l'astroturf qui avait été fait par Monsanto avec des vrais scientifiques. Hein. C'est ça qui est dingue, des centaines de scientifiques achetés. Et comment donc cet ouvrage, Les Gardiens de la Raison, montre aussi que vous pouvez avoir de l'astroturf et bien évidemment des associations de détracteurs. C'est quelque chose de surprenant parce que autant, bon, moi je le savais avec l'industrie du tabac, j'ai fait une vidéo dessus où l'industrie du tabac apprend en 1953 que son produit est dommageable, mais où elle va quand même payer des scientifiques pour dire que c'est merveilleux et même que ça a des vertus positives d'utiliser du tabac. Donc voilà, on savait qu'il y avait des scientifiques qui pouvaient être plus ou moins vendus à des grosses industries. Par contre, c'est vrai que sur des choses comme Wikipédia, c'est plus surprenant parce qu'on a l'impression comme ça qu'ils sont neutres et comme ils nous demandent très régulièrement 2 ou 3 euros de dons pour réussir à survivre, on se dit bon bah voilà, au moins ils n'ont pas une armée puissante de grosses entreprises derrière pour les. Eh oui, mais en réalité, ça prouve surtout qu'ils sont très faciles à acheter. C'est-à-dire que, en prenant un peu la sociologie de Wikipédia, d'abord Wikipédia, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet lancé par un entrepreneur du porno dépressif, concrètement. Jimmy Wales était le fondateur du site pornographique bomis.com et il a, à un moment donné, fait une dépression, ça l'amusait plus, le porno. Il a décidé d'essayer de servir la communauté, ce qui est très louable, en faisant un site d'information à vocation encyclopédique. Il appelle ça Nupédia, sans mauvais jeu de mots par rapport à son ancienne activité. Et puis, il n'a pas assez d'argent. En face, il y a Encarta avec Bill Gates, qui peut payer les meilleurs universitaires du monde. Et puis, évidemment, Jimmy Wales, lui, quand il paye des universitaires, c'est pas très prestigieux pour eux de dire qu'ils ont été payés par un entrepreneur du porno. Donc, ils font pas le travail. Et à un moment donné, il a plus d'argent. Alors un ami vient le voir et lui dit, écoute, il y a une nouvelle technologie, ça s'appelle le wiki, donc ça vient du créole hawaïen, du dialecte hawaïen pour dire quick, en anglais, quick, wiki. Et le wiki, c'est une page ouverte, donc en HTML, où vous pouvez poser plus de liens hypertextes, donc les petits liens en bleu, hein, et puis chacun peut l'éditer. Et du coup, Jimmy Wales, il tente ça, et là, il voit que ça fonctionne. Mais évidemment, le problème fondamental qui est connu de tous les entrepreneurs de l'Internet, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Google, c'est gratuit, donc Google vend pour des milliards de dollars vos données personnelles. Facebook, c'est gratuit, Facebook vend vos données personnelles. Pendant très longtemps, Twitter, c'est gratuit, donc Twitter va vendre vos données, puis vous cibler avec de la publicité, etc. Wikipédia, c'est gratuit, donc Wikipédia se paye autrement. Et une façon de se payer autrement, c'est l'influence. La page Wikipédia d'une personne, c'est un des premiers résultats qui apparaît sur Internet. Donc, vous tapez le nom du professeur Fouché, du professeur Raoult, du professeur Perron ou de votre serviteur. Vous avez sa page Wikipédia qui apparaît en premier. Et là, vous avez une page Wikipédia qui est un épouvantail. C'est un épouvantail électronique. Rappelez-vous toujours, l'épée, le bouclier. Le bouclier, c'est quand vous payez des gens pour dire que Pfizer a une excellente réputation, ou même, alors quand c'est vraiment grave, vous changez de nom, vous en foutez, vous êtes une entreprise. AstraZeneca, par exemple, ils ont envisagé de changer de nom parce que quand même leur vaccin, là, qui n'était pas un vaccin, qui a fait beaucoup de morts, qui a fini par être interdit, c'était pas top.
Donc AstraZeneca s'est dit on va changer de nom, très bien, comme ça notre réputation sera pas entachée. Ça a été le cas pour beaucoup d'entreprises très très controversées comme Blackwater, typiquement. Blackwater, la société de mercenaires, ils ont changé 3 fois de nom. Ils se sont appelés Academy, ils se sont appelés ensuite XE Consulting, enfin des trucs comme ça. Mais pour des personnes physiques, vous pouvez pas faire ça. Alors pour certaines personnes physiques, si vous êtes un grand philosophe de plateau français, par exemple, vous pouvez payer des gens pour essayer de corriger votre page. Et ils vont amortir le choc pour vous. Et Wikipédia sera très content de ça. Mais au-delà de ça, vous pouvez donc l'éper. Et l'éper, c'est créer un épouvantail électronique. Vous êtes Gilead, vous êtes McKinsey, vous êtes la Macronie. Dites quand même, ça nous emmerde que le professeur Raoult ait autant de followers. Ça nous emmerde que le professeur Perron ait autant de followers. Ça nous emmerde que le docteur Fouché soit autant suivi. Ça nous emmerde que Idrissa Berkane soit autant suivi. Alors, s'il vous plaît, vous allez poser un épouvantail électronique sur Internet qui sera systématiquement dans les premiers résultats Google. Et cet épouvantail électronique, vous allez évidemment le construire à partir de morceaux de vérité choisis, ou pas parfois, ou comme le cas Vix Vaporub, contre-vérité. Et vous allez le laisser sur Internet et vous allez l'alimenter avec des articles de fact-checking, avec des articles de libération, de ce que vous voulez, de gens aux ordres, qui savent très bien que ça finit sur Wikipédia. Parfois même, ce sont des gens qui travaillent directement avec des éditeurs de Wikipédia, qui les connaissent, qui sont sur des Discord, qui échangent entre eux, qui sont de connivence. C'est aussi des choses comme ça qui ont été révélées par les enquêtes que je vous ai évoquées. Donc, vous posez un épouvantail électronique. Et chez Éric Morillo, le docteur Fouché l'a très bien dit. Il a dit, mais moi, vous savez, c'est quelqu'un de très humble, de très pacifique, c'est assez marquant. C'est comme le professeur Perron, comment on peut envisager une seule seconde de l'appeler anti-vax? Il fallait vraiment ne pas savoir qui est le professeur Perron pour l'appeler anti-vax. C'est le monsieur vaccination de l'OMS pendant 20 ans, le mec. Et personne en France n'avait autant d'expérience que lui sur les campagnes de vaccination dans le monde. Professeur Perron anti-vax, c'est comme dire que Zidane fait du baby-foot. Enfin, c'est complètement stupide. Mais les gens qui ne le connaissent pas, ils arrivent, ils voient une page Wikipédia avec les étiquettes infamantes, les étiquettes de biodégradation, anti-vax, complotiste, etc. Et donc, le docteur Fouché dit chez Éric Morillo, vous voyez, moi, ma page Wikipédia, c'est pas moi. C'est un épouvantail. Alors, de loin, elle me ressemble. Ils ont mis ma photo, ils ont mis des trucs, ça a l'air d'être moi. Il y a des petits liens avec des sources, mais bon, ces sources, en réalité, sont manipulées comme pour le cas Vix Vaporub. Et en fait, ce n'est pas moi. Et moi, docteur Fouché, je sais très bien que c'est pas moi, parce que je suis un sage, je suis humble, je suis calme, je ne leur en veux pas, ils savent pas ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui s'y laissent prendre et qui se font arnaquer comme ça. Et en effet, parce que Wikipédia est gratuit, elle verse beaucoup plus facilement dans ce genre d'arnaque intellectuelle. Et du coup, pour une page qui a été dégradée, mettons que ma page soit dégradée. J'ai pas encore de page, mais allez, on va dire qu'elle a été dégradée. Est-ce que je peux intervenir, demander à des copains de venir et puis finalement la remettre un peu à jour pour que elle soit de nouveau lisible et qu'elle me ressemble un peu plus et que ce soit plus un épouvantail créé par je ne sais qui? Si jamais les bureaucrates de Wikipédia, alors le bureaucrate, c'est pas un terme infamant, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Dans la technostructure de Wikipédia, vous avez les bureaucrates. Si les bureaucrates de Wikipédia ont décidé que vous étiez un méchant, vous êtes un méchant. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez demain avoir le prix Nobel, Luc Montagnier. Vous êtes un méchant. Et il y aura marqué que vous avez le prix Nobel, mais vous êtes un méchant. Et il y aura tous les autres épithètes infamants, tout ce harcèlement typique qui consiste à vous coller des étiquettes infamantes pour détruire vos conditions de vie, la définition même du harcèlement. Et c'est revendiqué. Vous avez vraiment des gens qui revendiquent ça. Ils disent, vous allez voir, on va lui pourrir sa page Wikipédia. Vous avez des gens qui s'en vantent sur Twitter. C'est assez marquant. Mais si les bureaucrates de Wikipédia, qui sont une poignée, qui n'ont aucune légitimité populaire, qui n'ont aucune légitimité scientifique, s'ils ont décidé que vous êtes un méchant, vous êtes un méchant. Et vous pourrez demander à tous vos amis de venir éditer votre page. Vous pourrez leur demander de se créer des comptes anciens, parce qu'il y a aussi le problème de l'ancienneté. Vous pourrez leur demander ce qu'ils veulent. Si les bureaucrates de Wikimedia France ont décidé que vous étiez dans le camp du mal, vous êtes dans le camp du mal à vie. D'accord, donc on a une collusion entre des fact-checkers, des entreprises, des grosses entreprises qui financent derrière tout ça, voire des partis politiques, enfin, on n'en citera pas, mais il y en a peut-être qui... Non, mais dans l'affaire McKinsey, c'est marquant parce que il n'est pas du tout impossible que McKinsey ait utilisé et eu recours à ce genre d'officine, puisque là, dans le cas de Monsanto, on le sait, c'est prouvé, on a toutes les preuves, l'enquête a été très approfondie.
Nassim Nicolas Taleb l'avait montré aussi dans d'autres cas. Et en fait, c'est devenu une partie des affaires. C'est-à-dire que vous êtes une multinationale, vous avez des objectifs à atteindre. Par exemple, pendant la guerre en Irak, je vous rappelle que les fact-checkers nous ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Je vous rappelle que oser affirmer la vérité, c'est-à-dire que Colin Powell avait agité une fiole bidon aux Nations Unies et que Colin Powell a menti devant les Nations Unies, ce qui est passible de prison normalement. Bon, il avait l'immunité diplomatique, mais au pays, il aurait dû être mis en prison pour cela. Si à l'époque, vous disiez « c'est faux », vous étiez complotiste. Et Wikipédia disait que vous étiez complotiste. Mais vous aviez des officines. Alors, je rappelle, la guerre en Irak a rapporté des fortunes colossales. Sans appel d'offres, sans marché public. Vous avez eu Halliburton qui s'est retrouvé du jour au lendemain, donc la société de Dick Cheney, dont il était le CEO, puis vice-président des États-Unis. Halliburton a chopé des contrats publics. Bon, vous êtes Halliburton, vous voulez ça. Vous voulez, petit 1, que la guerre en Irak ait lieu, petit 2, avoir ces marchés publics ultra lucratifs. Vous allez payer des gens pour influencer. À l'époque, vous aviez une officine ultra controversée qui est tombée depuis. Elle n'était pas controversée à l'époque, elle était même très puissante, qui s'appelait Campus Watch. Campus Watch. Et Campus Watch a été lancé par Daniel Pipes, un terroriste intellectuel, on ne peut pas l'appeler autrement, un terroriste intellectuel, dans le seul et unique but de harceler les universitaires américains qui étaient contre la guerre en Irak. Donc si vous étiez contre la guerre en Irak, on vous ruinait votre carrière. La biodégradation, toujours. Campus Watch. L'ami Daniel Pipes, ça fait des émules en France. En France, on a Conspiracy Watch. Conspiracy Watch, d'ailleurs avec des liens. Je veux dire, vous aviez Monsieur Taguieff, qui est le mentor du fondateur de Conspiracy Watch. Eh ben, Taguieff et Daniel Pipes ont eu de nombreux contacts. Donc, on voit vraiment des structures comparables. C'est très lucratif de faire ça. Il faut le comprendre. Campus Watch, par exemple, a bénéficié d'énormément de dons, d'argent. Je vous dis, ça passe soit par des financements participatifs, soit par des sociétés écrans, soit par des dons défiscalisés si vous êtes reconnu d'utilité publique. Donc, c'est assez facile pour des multinationales qui, de toute façon, pratiquent déjà l'optimisation fiscale à grande échelle, de nourrir une association écran ou une officine, une ONG. Mais leur but, on veut ces marchés publics irakiens, on veut qu'il y ait la guerre, il y a des gens qui nous emmerdent sur les campus américains, on va les faire étiqueter traîtres ou complotistes. Parce que de toute façon, c'était complotiste de dire la vérité. Et évidemment, le but, c'est ça, c'est que la vérité soit complotiste. Dick Cheney est un corrompu, c'était complotiste de le dire, c'est la vérité. Colin Powell a menti aux Nations Unies, c'était complotiste de le dire, c'est la vérité. Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, c'était complotiste de le dire, c'était la vérité. Donc, ces officines fonctionnent de cette manière pour créer des épouvantails, pour rabattre l'opinion publique dans une direction ou une autre. Et en effet, Wikipédia, non seulement n'offre aucune résistance à cela, mais en plus encourage cela de facto. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir prévenus de ce scandale Wikipédia qui est quand même... Enfin, moi, je suis tombé des nues en l'apprenant la première fois que vous m'avez envoyé un mail sur le sujet. Je suis allé vérifier, effectivement, j'étais très surpris et ce qui m'a beaucoup incité à faire la vidéo après, c'est tout ce que j'ai appris avec Twitter, puisque Elon Musk a commencé à sortir les cadavres des placards de Twitter et on a pu voir qu'effectivement, des très grosses entreprises qui se disaient neutres sont en fait complètement affiliées à certains bords et empêchent certaines vérités d'apparaître en les masquant le plus possible. Donc, merci Idriss Aberkan pour cette interview. Merci à vous de l'avoir regardé. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.